On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de sécurité routière et surtout des signaleurs, dont un a encore une fois perdu la vie. Ça s'est passé à Carignan il y a quelques jours. Mais d'abord, parlons des priorités de la mairesse de Chambly, Alexandra Labbé. Les élections provinciales sont maintenant derrière nous. On peut revenir un peu à notre routine habituelle, de voir un peu ce qui se passe aux alentours, notamment dans les villes, notamment à Chambly, avec la mairesse Alexandra Labbé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que c'est le calme plat? C'est la ville du bonheur? Mais qu'est-ce qui se passe à Chambly? Il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de scandale? Non? Mais il y en a toujours, j'allais dire, routine habituelle. Est-ce que ça existe à la mairie quelque part? Non, on a eu un gros automne. Moi, j'ai été très sollicitée. En fait, on a un retour à la normale aussi, je dirais, au niveau de la crise sanitaire. On commence à voir l'autre côté de l'arc-en-ciel. On se sent plus confiant. Mais pas de controverse. On a eu des gros dossiers d'acceptabilité sociale. On travaille sur plusieurs projets. Oui, c'est ça. S'assurer que les citoyens sont toujours avec nous, nous suivent bien dans les projets. On est beaucoup en consultation aussi. Peut-être que c'est ça qui fait qu'il y a moins de controverses. Ouais. On est à l'écoute. On est là pour mieux comprendre. Est-ce qu'il y a un mot qui résumerait tout ça? Stabilité? C'est-à-dire que là, bon, on est un an après l'élection. Vous avez été réélu facilement. Vous avez une équipe de conseillers, conseillères. C'est plus stable aussi au niveau de la direction de la ville, au niveau des fonctionnaires. Est-ce que là, on est vraiment dans un alignement de stabilité à Chambly, de stabilité au niveau de la gouvernance? Je dirais stabilité, puis je dirais collaboration aussi. Je trouve qu'on est vraiment rentré dans une ère où on travaille ensemble, où il y a beaucoup moins de confrontation. Des fois, peut-être que ça semble plus le calme plat, mais pourtant, c'est là où il y a le plus de projets qui prennent forme puis qui avancent, parce qu'on est vraiment dans une dynamique où on collabore, on a un objectif commun, on l'a bien dans notre mire, puis on avance. Bon, vous avez fait référence à l'acceptabilité sociale, qui est probablement le mot le plus à la mode dans le milieu municipal cette année. À la mode ou craint. Puis pas juste à Chambly, là, partout, c'est ça, parce que, bon, il y a des projets, il faut avancer, il faut développer. Comment on développe? C'est quoi le niveau d'acceptabilité sociale? Même à l'entour même d'un propre conseil de ville, c'est pas nécessairement tout le monde qui est nécessairement d'accord, qui a le même niveau de tolérance. Bref, c'est quoi actuellement les principaux enjeux qui nécessitent cette fameuse acceptabilité sociale à Chambly? Mais en fait, vous dites c'est partout, puis je pense que c'est vraiment ça le nerf de la guerre, c'est on est devant un constat où on doit changer nos façons de faire. Ouais. Et ça, le changement, c'est tellement bouleversant pour la plupart des gens qu'il faut être capable de bien accompagner nos citoyens. Je pense que c'est là le gros enjeu, c'est qu'on ne peut plus construire comme on construisait avant. On ne peut plus dézoner des zones agricoles, construire un paquet de maisons toutes semblables avec autant de routes. Donc, le tout à l'auto, c'est terminé. Il faut repenser nos cœurs de ville. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas un contexte habituel. Donc, c'est un contexte où il faut être plus délicat, prendre le temps, bien faire les choses. Quand vous regardez vos conseillers, conseillères, quand vous parlez aux citoyens de Chambly, jusqu'où vous pensez qu'on est prêt à aller dans le développement? Pour vous, c'est quoi la ligne à franchir ou à ne pas franchir? Je trouve qu'on revient souvent au mot de l'échelle humaine. Je pense que de garder l'humain, le citoyen, au cœur de notre réflexion puis de nos décisions, je pense que c'est ça le plus important. Puis avec le conseil, c'est vraiment toujours ça qu'on se pose comme question. Donc, avant même de rencontrer des promoteurs, avant même d'être en mode où on accepte ou pas un projet, on s'est vraiment donné comme ligne de faire nos plans d'abord pour dire ce qu'on allait accepter ou pas en fonction des citoyens. Fait que je pense que c'est bien préparer en amont, s'assurer que nos ressources sont disponibles, qu'on est capable aussi de gérer cette croissance-là. Tout d'abord, puis après, bien, c'est de garder cette échelle humaine-là en tête. Actuellement, avez-vous des demandes de projets pour des dézonages, des demandes pour aller en hauteur, comme on dit, pour densifier la partie habitation? On ne répond plus à des demandes, on répond à des besoins. On a vraiment travaillé notre PPU centre-ville en dehors des projets proposés. Donc, on n'a vu aucun des projets qui étaient proposés pour le centre-ville. On savait que la pression était sur notre centre-ville. Okay. Donc, à partir du moment où on sait que l'engouement est là, bien, on a mis les règles du jeu. Vous avez fixé les balises avant. Voilà. Et non pas recevoir un projet puis voir si ça concorde. Exactement. C'est plutôt l'inverse. De dire, bien, voici, si on développe, ça va ressembler à ça. Donc, dans le fond, vous envoyez le message au promoteur. Exactement. Puis la hauteur, on a cessé de voir ça aussi comme une demande du promoteur. Puis je vous dirais, quand on parle de développer autrement, bien, le constat qu'on a fait, c'est qu'en 7 ans,
Puis quand on prolonge notre périmètre urbain puis qu'on l'agrandit, bien, plus on agrandit, plus on est loin des services. Donc, si on veut rapetisser puis s'en revenir vers le centre, mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'y aller vers la hauteur. Ça réduit notre empreinte au sol, ça nous permet de garder plus d'espace vert, ça a plein d'avantages. Fait que je dirais que c'est ça aussi qu'on considère. Mais en ce moment, avez-vous des projets qui ont été déposés? Avez-vous des demandes de dézonage en cours? De dézonage, non. Non. Non, mais les projets, bien, c'est sûr, pour le centre-ville, l'adoption du PPU est presque terminée. Donc, oui, il y a des mais comme c'est en bonne voie, là, je pense qu'il reste l'approbation de la MRC puis un dernier truc au conseil. Donc, c'est sûr qu'il y a des projets qui commencent à se déposer au centre-ville. J'ai rien vu encore pour le moment, mais ça commence à être étudié au CCU. Bon. On s'était parlé quelques fois du fameux projet de la Bennett, là, oui. qui est une espèce de vieille bâtisse industrielle au pied du pont entre Chambly et Richelieu, là, sur le bord de l'eau. Projet qui vous était quand même assez cher parce que c'est un endroit qu'on pourrait transformer. Qu'en est-il aujourd'hui? Bien, en fait, le projet va de l'avant. Donc, ça a été accepté par le nouveau conseil avec des critères environnementaux un peu plus élevés. Donc, on a un engagement pour aller vers une certification LEED de la part du promoteur. On a aussi adopté un nouveau règlement, un règlement de contribution de redevance aux promoteurs. Donc, les promoteurs vont contribuer directement au développement de nos services. Donc, c'est quand même un important, plusieurs millions là, qui vont être dégagés au niveau du projet de la Bennett. Donc, ça va de l'avant. C'est sûr qu'il y a des délais au niveau des coûts de construction, au niveau de la main-d'œuvre. Mais c'est un meilleur projet aujourd'hui? Meilleur c'est celui qu'on avait proposé il y a le projet n'a pas vraiment changé. Je vous dirais, les circonstances sont meilleures. Okay. Donc, des meilleures retombées pour la population. Mais ultimement, puis là, je comprends qu'il y a des délais, mais dans un monde idéal, ça pourrait se terminer à quel moment? À quel moment on va voir cette transformation? Je pense que Bennett, on vise 2024-2025. Donc, ça pourrait être assez rapide. Bon. Parlons aussi, on parle d'enjeux d'acceptabilité sociale, d'habitation, de zonage, de développement. Mais il y a aussi, pas très loin de ça, le transport. Oui. Bon, le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas, évidemment, de prolongement du REM jusqu'à Saint-Jean-Chambly, intersection des autoroutes 10 et 35. Le gouvernement de la CAQ a été reconduit au pouvoir, dont votre député-ministre Jean-François Roberge, qui nous parle d'élargissement de l'autoroute 10, de moyens alternatifs. Bref, quelles sont les discussions que vous avez avec Québec concernant tout le volet du transport? Bien, en fait, c'est sûr que là, on n'aura pas le REM jusqu'à Chambly, mais on a quand même le REM à Brossard. Donc, on a appris dernièrement que la date était repoussée au printemps. On va bien se préparer. On va s'assurer d'accueillir ce nouveau moyen de transport-là. C'est pas négligeable, hein, on s'entend. C'est l'équivalent d'une station de métro qui va venir s'ouvrir à Brossard, donc avec le même rythme de desserte. C'est vraiment un mode de transport lourd sur lequel on va pouvoir se rabattre. On a prévu aussi des mesures d'atténuation, entre autres sur la 10, pour nous permettre de s'y rabattre plus adéquatement, plus facilement. On a des discussions aussi au niveau de la 112. On le sent, on le sait, on veut trouver des solutions. Ce ne sera pas nécessairement un nouveau mode de transport lourd sur la 112 ou quelque chose comme ça, mais on veut faciliter le rabattement du transport en commun vers, entre autres, le REM. Mais la 112 va faire partie de la solution. On regarde aussi pour changer notre transport à l'intérieur même de la ville. On commence tranquillement, nous, à envisager de transformer le boulevard Périgny en boulevard urbain. Donc, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Chacun des projets qu'on accompagne, qui sont des multilogements, on va demander de l'autopartage. Donc, ça aussi, c'est une façon de changer nos transports. Fait qu'au-delà des discussions avec Québec, qui sont quand même faites dans l'ouverture puis dans la recherche de solutions, mais on cherche aussi des solutions à l'interne. On a notre étude de circulation qui va aboutir, là, qu'on va recevoir à l'automne. On va regarder toutes les recommandations qui sont à l'intérieur, voir celles qu'on peut mettre en place. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à l'interne aussi pour améliorer. Avec l'arrivée du REM à Brossard, refonte complète de notre réseau d'autobus. Donc, ça aussi, ça va être une bonne période test. Plein de dessertes supplémentaires, parc industriel. On a vraiment regardé pour desservir nos générateurs de déplacement. Donc, il y a un beau travail de fait de ce côté-là. Alors, j'ai bien hâte de voir. Une fois que ce sera mis en place, on cherchera d'autres manières d'améliorer. Est-ce que vous pensez que dans la stratégie, le déplacement doit se faire entre Chambly et le terminus du REM à Brossard, ou si vous pensez que Chambly doit maintenir une communication via autobus vers Montréal, malgré tout? Bien, en fait, j'ai pas cette réponse-là dans le sens où j'ai pas vu toutes les études origine-destination, puis je vous dirais que la pandémie a changé beaucoup le visage de nos déplacements, donc il y a des résultats qu'on aura dans les prochains mois, voire les prochaines années, puis c'est quand même des études qui sont longues à faire.
Mais on ne peut même pas se poser la question parce qu'il y a une non-concurrence qui a été signée, donc on n'a plus les moyens d'avoir ces autobus-là vers le centre-ville. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que le pont n'était plus en mesure de recevoir autant d'autobus. C'est pour ça qu'on va vers un mode lourd, donc un mode qui peut transporter plus de monde plus vite en même temps. Est-ce que c'était la bonne solution? Les autobus, peut-être pas. Puis là, ça va être à voir pour l'intra-couronne parce que le changement de paradigme, c'est qu'on ne va plus au centre-ville travailler. On reste à la maison, on télétravaille. On y va moins. On y va moins, à des heures différentes. Donc, ça va être vraiment toute cette réflexion-là qu'il va falloir faire avec nos transports en commun aussi. On le voit. La rive nord de Montréal, l'achalandage a repris plus vite que sur la rive sud parce qu'ils ont un service intra-couronne plus intéressant. Donc, on a peut-être des leçons à tirer. Est-ce qu'il y a pour vous d'autres priorités que vous souhaitez voir, disons, s'appliquer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un dossier qui vous tient à cœur, que vous souhaitez faire avancer prochainement? Mon Dieu, bien là, on a la tête dans les budgets. Donc, je veux essayer de réussir à ficeler un budget équilibré qui n'aura pas trop d'impact sur les poches de nos citoyens. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, le maximum de nos pensées est occupé là, par cet exercice budgétaire-là qui est imminent. Donc, je pense que ça va être ça pour les prochaines semaines. On regarde aussi pour trouver des mesures d'éco-fiscalité données à nos citoyens qui ont des gestes éco-responsables, vraiment un bel impact sur leur compte de taxes aussi. Donc, on est vraiment là, dans cette tangente-là. On vise l'adoption d'un plan d'action environnementale aussi pour Chambly. Et je vous dirais que la prochaine année va être pas mal sous ce thème-là aussi, travailler à la résilience, changement climatique, puis faire les choses mieux. Mais de ce que je comprends, c'est que vous avez maintenant les assises pour établir une réelle vision de développement. Pas juste économique, mais développement durable, économique et tout ça, là. Oui, on a ce désir-là aussi comme conseil. On a vraiment travaillé, je vous dirais, dans les derniers mois à bien comprendre la base, bien comprendre la façon de travailler. Et là, on se projette vraiment dans l'avenir. Puis on voit Chambly 25 ans plus tard, on voit le travail qu'on va avoir fait. Parce qu'il fut un temps où on éteignait des feux jour après jour. Là, je sens dans cette stabilité, disons, enfin assez de recul pour écrire un peu l'ardoise de l'avenir de Chambly. Là. Exactement. Ouais. Alexandra Labbé, merci beaucoup. Merci. Bonne chance, bonne continuation. Merci. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on rencontre une athlète élite qui est devenue une maman d'athlète élite. La maman du hockeyeur Noah Warren, Magali Boutin, est avec nous. Et de 3 autres enfants qui pratiquent le sport aussi. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Un signaleur a perdu la vie tout récemment dans la région à Carignan et j'aurais envie de dire un autre signaleur a perdu la vie. Il y en a beaucoup trop au Québec depuis les dernières années. Celui qui assume la présidence de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec s'appelle Jean-François Dionne et il est de la région. Bonjour et bienvenue. Bienvenue. Toujours triste qu'on se rencontre dans ces circonstances-là. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans la tête du monde. Je vais être plate, là, mais c'est pas normal. Vous avez perdu quoi? 18 signaleurs depuis 2007? 2008, oui. Depuis 2008, on est rendu à 18e décès. L'année passée, 161 travailleurs blessés. Moi, en fait, ce que je dis, c'est que c'est pas normal que le métier de signaleur a l'air plus dangereux que le métier de pompier ou de policier. Là. Bien, c'est le métier le plus dangereux. C'est le métier qui coûte le plus cher à assurer dans l'industrie, dans n'importe quelle industrie au Québec. C'est le métier le plus dangereux. On a plus de morts que des électriciens qui jouent avec du courant, que des pompiers, des policiers, même des soldats. Il n'y en a plus de guerre. Là. Quand, au Canada, les militaires ne se seront pas tués. Mais nous autres, on se fait tuer pour rendre un service. On est souvent en sous-traitance. Fait que les salaires, quoi, c'est de 18 à 23 piastres de l'heure. On travaille avec notre boîte à lunch à côté de nous. La toilette, c'est si on est chanceux, on a une toilette. Sinon, c'est notre glacière, notre toilette. Là. Mais j'ai envie de dire que les policiers-pompiers, généralement, gagnent très bien leur vie ou de façon tout à fait adéquate.
Et vous avez des salaires qui ne sont pas en lien avec le degré de dangerosité auquel vous vous exposez. Là. Non, c'est ça. On est sur le décret des agents de sécurité. Fait que on est juste pour dire qu'on est en haut les normes du travail, mais on est très bas dans les salaires. Moi, c'est sûr que le monde va dire 18 à 23 piastres à l'heure. Oui, mais quand tu fais des 12 heures par jour debout au soleil, à pluie, à la neige, des fois... Avec le risque de se faire blesser ou tuer, là, qui est plus accru. Là. Tu sais, la semaine passée, c'est 3 accidents là, qui est arrivé au total en plus. Tu sais, on a eu des signaleurs qui se sont fait frapper à Gatineau, à Joliette, puis ça arrive ça, il y a un signaleur qui s'est fait frapper, puis un mortel. Bon, revenons à l'épisode de Carignan. Puis le pire, c'est qu'une semaine avant, il y a 2 jeunes en scooter, dont un qui est mort dans un accident à peu près à la même place. 100 mètres de différence, exactement. 100 mètres? Oui. Même à la limite, je me demandais, est-ce que c'est la configuration du chantier qui était pas adéquate? Qu'est-ce qui fait? C'est une pure coïncidence? Puis on va dire que dans le cas de l'accident des jeunes, il y a peut-être aussi une prédominance d'alcool dans le cas du véhicule opposé. Et 2 accidents mortels dans la même zone à une semaine d'intervalle, est-ce qu'il y a un lien? Ben moi, pour avoir été sur les lieux dimanche avec le cortège, non. C'est en sortant d'une petite curve, mais on voit très bien. L'autre côté, c'est en ligne droite, on voit très bien. C'est sûr, le jeune qui est décédé, c'est une madame à boisson. Elle a sûrement passé sur le feu rouge, puis l'autre, il s'amenait sur le feu vert parce qu'il y avait un feu de circulation de chaque côté. Mais pour le signaleur, lui, il était là. Il était au feu de circulation. Au lieu d'avoir le feu en fonction, il gérait lui-même le trafic. L'automobiliste, lui, il s'est écœuré, il est rentré dedans, il l'a traîné sur une distance. Puis il a traîné sur une distance. Mais ça, c'est mon autre question. Quand vous regardez les 18 morts que vous avez eus là, depuis 2008 à aujourd'hui, est-ce que c'est toujours à peu près le même pattern, le même modus operandi? Pourquoi les signaleurs se font tuer ou blesser? Le monde sont inconscients du danger qu'on a. Ils sont à peine textés, ils sont toujours en retard. C'est go, 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 go. Faut que je passe en premier. Comme hier, moi, je travaillais à Laval. J'envoyais tout le monde à droite, puis il y a une voie au centre de la rue pour virer à droite, à gauche. Mais cette voie-là est fermée. Il y a un pick-up qui a décidé de dépasser tout le monde dans la voie fermée. Puis moi, j'étais entre la remorque flèche puis mon camion. Le gars, il a ramassé 2 cônes. J'ai eu le temps de sauter dans mon 6 roues. Ah ouais. Il a breaké. Les traces à terre, les citoyens ont tous sorti. Ils pensaient que j'étais écrasé, là. Le gars, il a donné un coup de volant, puis il a clenché sur le chantier. Mais j'ai pas eu le temps de prendre le numéro de plaque, puis tout ça. Mais c'est ça qu'on vit. Du monde qui nous lance des couches, qui nous lance des bouteilles d'eau. Venu, je veux une couple d'années avec des signaleurs qui étaient venus avec vous. Ils disaient, ça n'a pas changé depuis ce temps-là. On se fait lancer des choses, on se fait rentrer dedans, on se fait frôler, on se fait injurier. C'est un métier là, qui est en pénurie de personnel en plus, parce que là, on a jusqu'à là. Est-ce que c'est mieux ailleurs dans le monde, ailleurs au Canada? Avez-vous des échos de ce qui se fait dans les autres provinces canadiennes ou aux États-Unis sur le métier de signaleur? Par contre, en Colombie-Britannique, c'est 1000 $, frapper un signaleur. En partant, le non-respect d'un signaleur, c'est 1000 $. Le non-respect du signaleur. C'est 1000 $ d'amende. Oui. C'est déjà plus qu'ici? Bien, au Québec, avant, quand je venais vous voir la première fois, c'était 133 $, 3 points des mérites. Aujourd'hui, avec la réforme du code routier que j'ai travaillé dessus, c'est rendu 4 points des mérites, 300 $ plus les frais d'effection, à peu près 80 $, fait 380 à peu près. Okay. Mais pour rendre là, si le gars décide d'aller en cours, il faut aller en cours, il faut que tu sois capable d'identifier. Ça peut traîner longtemps. Est-ce que la solution part juste dans le volet répressif? Est-ce que demain matin, au Québec, on met 1000 $ d'amende, 8 points? Ça va-tu vraiment changer quelque chose? Bien, qu'est-ce qui va changer? C'est que quand on frappe un policier, là, c'est pas le code routier qu'il faut impliquer, c'est le code criminel qui fasse la même chose que nous autres. Tu frappes un policier à Saint-Jean, là, c'est pas « Ah, t'as pas respecté mon signal ». Si tu m'as rentré dedans, t'as rentré dans un agent de la paix, c'est « Va faire armer ». Qu'ils fassent la même chose que nous autres. Quand ils nous rentrent dedans, là, c'est pas les billets de contravention. Tout de suite, va faire armer avec ton véhicule. C'est un véhicule que t'as. Tu l'accuses, va te défendre en cours, puis en même temps, tu y rajoutes l'étiquette. Il va payer cher d'avocat, puis son permis, il va monter, puis ses assurances vont monter. Bien, je me rappelle, il y a très longtemps, les plus vieux vont s'en rappeler, les autobus scolaires. Il y a eu au Québec des accidents impliquant des autobus scolaires, dont un pas très loin de chez moi quand j'étais jeune. Puis
pas longtemps après, on a installé des panneaux d'arrêt sur les bus. On a monté ça, je pense, à 9 points de démérite. Ouais. Puis je ne sais pas trop comment ça doit être rendu, 1 000 ou... Mais c'est comme si on a déterminé qu'au Québec, les autobus scolaires, là, ça ne passait pas. Puis aujourd'hui, je pense que c'est inculqué, dès qu'on prend nos cours de conduite, que ça, le bus scolaire, là, tu ne dépasses pas ça, sinon tu perds ton permis ou presque. Là. Dans le fond, est-ce qu'il ne faudrait pas une action? Là, je sais que vous êtes allé manifester devant les studios, tout le monde en parle le dimanche, parce que la nouvelle ministre des Transports, Mme Guilbeault, était là. Est-ce que vous l'avez croisée? Est-ce que... Moi, j'ai été en arrière des studios avec quelques signaleurs, mais on a eu droit à une escorte policière qui nous a empêchés de se rapprocher. vous du l'avez pas véhicule. vu, là? On a passé à côté de nous autres, là, puis elle n'a même pas baissé la vitre, elle a juste répondu. L'entente qu'on avait avec Tout le monde en parle, c'était peut-être on aurait la chance de rentrer deux personnes puis poser une question, mais la Sûreté du Québec a refusé qu'on rentre dans les studios. Bon. Fait qu'on a envoyé notre question par écrit au producteur, il est venu la chercher. Guillaume Lepage a posé la question, la ministre a dit qu'est-ce que vous avez attendu, que c'est important, la sécurité, puis qu'elle va nous rencontrer. OK. Nous rencontrer quand? OK, mais là, votre souhait, c'est d'avoir une rencontre avec elle. Là. Oui, puis on veut aussi que là, présentement, on s'attaque dans la semaine prochaine, le tunnel. Oui, le fameux tunnel dont tout le monde parle. Les gens se font des adieux à la blague, là, mais c'est comme si le monde qui habite à Rive-Nord, on ne les reverra pas avant 4 ans. C'est 18 mois de travaux. Ouais. Puis 18 mois, c'est sûr que l'hiver, il n'y en a pas vraiment des chantiers alentours, mais imaginez, là, c'est la fin de ces chantiers présentement à Montréal, ça arrive sud. L'été prochain, il va y avoir des chantiers qui vont s'installer alentour. Imaginez le monde dans le Hochelaga ou dans le parc industriel à Longueuil. Ouais. Ça va être l'enfer. Les signaleurs vont être là, puis ils vont être pognés avec des squelettes. Au-delà du volet répressif de dire on va augmenter les amendes, on va augmenter le nombre de points d'inaptitude qu'on peut enlever, est-ce qu'il y a aussi des mesures physiques qui devraient être instaurées de la part du MTQ, des jerseys en béton, en ciment? Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des éléments physiques sur la configuration des chantiers qui pourraient mieux vous protéger? Là, présentement, depuis l'année passée, on utilise des camions avec des barrières comme dans les cliniques ou les hôpitaux qu'on voit des fois dans les stationnements privés. On a des camions munis de barrières ou des remorques. Fait que le signaleur il est à 10 mètres plus loin géré. Même avec ça, le monde, il voit la barrière bassée, il passe à côté. Il faut se mettre presque proche à l'auto pour dire arrête, arrête, arrête. Il passe dessus, même si la lumière est rouge, il passe à côté. Fait que si on met des jerseys, ils vont mettre des feux de circulation avec des cadrans, puis nous autres, on sera plus là. Pour des jerseys, on peut pas en mettre partout, là. Ici, là, à Saint-Jean, là, il y a dans les petites rues, dans le Vieux-Saint-Jean, si on met un jersey, là, ça passe plus. Il faut être là, des fois. Puis le signaleur, des fois, il est appelé comme les contrats on va dire, de câblage. Ils font un proto à la fois, là. Le jersey, quoi, tu vas le déplacer. Ça se déplace pas sur un 500, un jersey, là. Mais vous autres, les signaleurs routiers, vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour le ministère? Vous travaillez pour les entreprises privées qui doivent... bref, autrement dit, vous travaillez pour qui? Mais pas tout le monde. On travaille pour les événements spéciaux. On travaille pour les contracteurs qui reçoivent des contrats par des villes. Il y a le MTQ donne des contrats à des firmes de signalisation pour des fermetures d'inspection, tout ça. Les entrepreneurs qui font du pavage, des trottoirs. On travaille pour pour plusieurs entrepreneurs, plusieurs villes. Tu sais, c'est général, la signalisation. Là. Quand vous faites le Saint-Jean en fête, l'hiver, là, ben, ils ferment la rue. C'est une équipe de signalisation qui vient faire le chemin d'étau. Présentement, le Pont-Gouin, il y a des travaux. Ben, ça prend des signaleurs pour gérer la circulation. Ça prend des installateurs. Même les installateurs ne font même pas respecter le code routier du Québec. On installe un compte orange, le monde passe à côté de nous autres en fou. On met une pancarte rue Barrée, circulation locale. Le monde passe, puis il traverse... Non, c'est écrit rue Barrée, circulation locale. Local, ça veut dire pour ceux qui habitent proches. Ça veut pas dire traverser la ville au complet, là. Mais on envoie de ça, là. Des fois, le monde, ils veulent plus faire le chemin des taux. C'est toujours le chemin plus rapide qu'ils veulent prendre, mais là... Est-ce que vous voyez une présence policière dans les chantiers dans lesquels vous travaillez? Parce qu'il y a quelques années... le gouvernement avait justement aussi augmenté les amendes, c'est-à-dire que si on excède X nombre de kilomètres de la limite, mais dans une zone de construction, ça coûte plus cher. Bon, puis il y a plus de points. Est-ce que les policiers, est-ce qu'ils sont là pour faire appliquer ça? Est-ce que vous les voyez plus sur les chantiers qu'on les voit ailleurs? Présentement, on les voit pas assez souvent. J'ai traversé plusieurs chantiers cette année sur le... Tu sais, prenez mon véhicule, là. Je l'ai acheté l'année passée, il y avait 85 km, il est rendu à 73 000 km, mon truck, à même pas un an et demi. Puis j'ai fait de l'autoroute, je fais à peu près 800 km par semaine pour aller travailler, pour aller sur mes chantiers. C'est très, très rare. En Montréal, on va les voir dans le centre-ville, après gérer
ou qu'il y a un gros flot de circulation. Mais à Saint-Jean, là, on ne les voit pas, ces chantiers. À Longueuil, on ne les voit pas, ces chantiers. Pourtant, on dit, vous passez ces chantiers, c'est quoi d'arrêter pour aller parler aux travailleurs? Si chaque policier passerait sur le chantier puis il irait voir le signaleur, hey, c'est quoi le problème? Comment ça va aujourd'hui? Le signaleur pourrait dire, hey, telle heure le matin, là, il y a un délinquant qui passe à tous les jours. Parce que le délinquant, lui, il va passer à tous les jours puis il va te faire chier. Excusez mon langage, mais il va te faire chier à tous les jours. Mais si les policiers prendraient le temps d'aller voir les signaleurs, les travailleurs, c'est quoi votre problème? J'ai un collègue, là, la semaine passée, il était à l'Ange-Gardien sur l'autoroute 10. Pendant 20 minutes, il y avait un char de police qui stationnait dans un U-turn, puis il fermait la voie de gauche. Elle était un petit peu dépassée du chantier, il est allé la voir. Pendant 20 minutes, la madame était au téléphone, puis mon chum, il dit, elle parlait à quelqu'un de sa famille, elle parlait de n'importe quoi. Je lui ai demandé de baisser la vitre, elle a dit 1 minute. Pendant 20 minutes, j'étais à côté d'elle, là. La seule chose que je voulais dire, c'est que ça roulait en fou sur le chantier, là. Ben, elle, après 20 minutes d'appel, elle finit à partir. Elle n'a jamais parlé à mon collègue. Là, elle est partie faire d'autres choses. Mais si elle aurait pris le temps de dire, attends 1 minute, à son appel, baisser sa vitre, c'est quoi le problème? Ça roule en fou sur mon chantier. Tu peux-tu faire du radar? Ou juste nous te mettre là, mais avec les gyrophares, là, ça a réglé le problème. Là, ils vont fermer le tunnel. Là. Il va y avoir la police 24h24, là. Le pont Jacques-Cartier, il va y avoir de la présence policière. Le pont Champlain, il va y avoir des présences policières 24h24. Quand il y a une présence policière, ça s'apaise, là. Ben oui. C'est ça. Mettez juste un char avec des gyrophares. Le monde va ralentir. Pas obligé de mettre un policier. Les photoradars, vous qui travaillez dans les médias, quand que vous avez vu un communiqué de presse à la Sûreté du Québec, ministère des Transports, un rajout de photoradars? Moi, depuis 2 ans, là, j'ai jamais vu quelque part que la Sûreté du Québec et le ministère des Transports a acheté des photoradars. Pourtant, on a fait des photoradars pour protéger les travailleurs, pour ralentir ces chantiers. Mais on n'en veut pas. Présentement, il y a un chantier à 35, là, avant Saint-Luc, là. Je suis certain qu'il n'y a pas souvent la police là. Jean-François Dionne, merci beaucoup d'avoir lancé ce cri du cœur en souhaitant que ce soit entendu puis qu'ultimement, vous puissiez rencontrer la ministre pour faire avancer votre cause parce que ça n'a pas de bon sens. Oui, on espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Du 11 novembre au 17 décembre, le Café-Théâtre de Chambly nous présente la pièce Scrooge. Si vous avez de l'intérêt, vous avez les informations à l'écran, bien sûr, pour contacter, réserver ou bien sûr acheter des billets. Et sur ce, nous, on se donne rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlato.com.